Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer les cours de mécanique pour la deuxième année baccalauréat. Le premier cours, c'est les lois de Newton qui est destiné à toutes les filières. Alors bien sûr, l'objectif de ce cours, c'est de décrire les trois lois de Newton en mettant l'accent sur la deuxième loi que nous allons voir dans tous les cours de mécanique pour ce deuxième semestre. Alors, puisque pour appliquer ces lois, il est nécessaire de connaître les forces extérieures qui s'exercent sur un système, on va commencer par donner un petit rappel sur les notions de vecteur position qu'on utilise pour déterminer la position d'un système, et aussi les vecteurs vitesse et accélération que vous avez déjà vu en tronc commun et aussi en première année baccalauréat. Donc, on va définir les vecteurs vitesse et accélération dans le repère cartésien et aussi dans le repère de Freinet. Donc, on va définir c'est quoi le repère de Freinet, bien sûr. Et ensuite, on va définir les notions de force extérieure et intérieure et aussi les systèmes isolés et pseudo-isolés. Et on va finir ce cours en donnant les énoncés des trois lois de Newton. Alors, passons directement à la première section de ce cours et commençons par définir c'est quoi le vecteur position. Donc, bien sûr, c'est un rappel. Commençons par le repérage de la position d'un mobile et le vecteur position. Alors, c'est quoi le repérage de la position d'un mobile? En mécanique classique ou bien en mécanique newtonienne, le repérage d'un point, on dit aussi le paramétrage d'un point, ça veut dire tout simplement la détermination de sa position dans un repère. Et le fait de repérer un point va nous permettre de calculer la vitesse et aussi l'accélération d'un corps solide et donc finalement de décrire le mouvement de ce corps solide. D'accord? Et nous savons d'une manière générale que le mouvement d'un corps, il dépend de l'objet par rapport auquel on l'étudie. Ça veut dire que les corps ne se déplacent que par rapport à d'autres corps appelés corps de référence ou bien un référentiel. D'accord? Ça veut dire, par exemple, si vous avez une voiture qui se déplace sur une route. Donc je dis que la voiture là, elle se déplace par rapport à la route. Donc la route ici, elle représente quoi? Mon référentiel. Et donc je peux dire que le référentiel, c'est un corps, c'est un repère aussi par rapport auquel la voiture elle se déplace. Donc par définition, un référentiel est un corps par rapport auquel le mouvement d'un système est étudié. Alors un système en mécanique, il peut être un corps solide, ça veut dire un seul corps. Il peut être aussi plusieurs corps à la fois, un ensemble de corps, ou bien je peux même prendre une partie d'un corps et la considérer comme mon système d'étude. Et comment étudier le mouvement de ces systèmes-là? Alors, d'une manière générale, l'étude du mouvement d'un corps solide nécessite l'étude de chaque point, ça veut dire de tous les points appartenant à ce solide. Ça veut dire que je vais prendre le mouvement, je vais donc considérer le mouvement de chaque point de ce solide. Bien sûr, ça paraît un peu difficile de faire ça. Donc, ce que nous faisons dans la réalité, c'est d'étudier uniquement le mouvement de ce qu'on appelle le centre d'inertie, G, ou bien le centre de gravité de ce corps solide. Donc, vous avez déjà vu cette notion du centre d'inertie, ou le centre de gravité en tronc commun, et bien aussi en première année baccalauréat. Alors, l'étude du mouvement du centre d'inertie, ou le centre de gravité, il va nous permettre donc de connaître le mouvement global du corps. Ça veut dire qu'il suffit de connaître ou bien d'étudier le mouvement de ce point G pour connaître le mouvement de l'ensemble du corps solide. Alors, l'étude du mouvement des corps solides d'une manière générale consiste dans une première étape à déterminer le système d'étude et puis donc choisir un référentiel. Et on associe à ce référentiel-là deux repères. Donc il y a ce qu'on appelle le repère d'espace, R-O-I-J-K. Donc c'est un repère qui est déterminé par son origine O, que vous voyez ici donc sur cette figure, et aussi donc une base orthonormée définie par les trois vecteurs unitaires I, J, K. Rappelez-vous que les vecteurs unitaires, ils sont utilisés pour définir le sens positif d'un axe quelconque. Donc ici, les vecteurs unitaires, ils présentent le sens positif de ces trois axes OX, OY et OZ. D'accord? Et bien sûr, donc c'est un espace à trois dimensions, donc le repère d'espace.
vous avez ces trois dimensions. Donc OX, il représente, disons, la profondeur, ça veut dire avant et arrière. OY, il représente la largeur, donc vous avez droite et gauche. Et l'axe OZ, ou bien ce qu'on appelle la côte, il représente la hauteur, donc c'est haut et bas. D'accord? Donc c'est un espace à trois dimensions. Et rappelez-vous aussi que donc, le mot ortho, ça veut dire que les trois vecteurs unitaires, ils sont perpendiculaires l'un à l'autre, tandis que le mot normé, ça veut dire que les trois vecteurs unitaires, ils ont la même norme, ou bien donc la même distance. Donc c'est 1. La norme de ce vecteur, c'est 1. D'accord? Donc ça, c'est très important dans les calculs. Le deuxième repère qu'on associe à un référentiel, c'est ce qu'on appelle le repère temporel, ou bien tout simplement le repère du temps. Donc, supposons que nous avons un mobile G qui se déplace de A vers B. Pour décrire le mouvement de ce mobile, il faut choisir l'origine des dates. Donc, c'est le temps pour lequel t est égal à 0. Donc, le repère du temps, il est déterminé par l'origine des dates qui coïncide souvent avec le début du mouvement. D'accord? Donc, ici, le début du mouvement, c'est le point A. Donc, c'est ici qu'on associe donc l'origine des dates t égale à 0. Et dans le cas où je mesure le temps entre A et B, à ce moment-là, donc je parle de la durée, d'accord? Donc la durée, elle mesure le temps entre deux positions du corps solide, donc du point G, d'accord? Et dans la plupart des cas, on va choisir comme référentiel d'étude le référentiel terrestre. Ça veut dire que je peux associer à n'importe quel point sur Terre un repère d'espace et un repère du temps, d'accord? Par exemple, ce point-là, je peux ici donc choisir un repère d'espace et aussi un repère du temps, d'accord? Sauf donc le centre. Je ne peux pas prendre le centre parce que si je prends le centre de la Terre comme mon référentiel, comme donc l'origine de mon référentiel, à ce moment-là, on part d'un autre référentiel qui s'appelle le référentiel géocentrique. Donc c'est un référentiel qu'on utilise pour étudier le mouvement donc, des satellites autour de la Terre. Donc ça ne nous intéresse pas ici dans ce cours, mais donc on va le voir dans un autre cours sur le mouvement des planètes et des satellites. Alors, si je vous demande par exemple c'est quoi la définition d'un référentiel, la définition la plus simple que vous pouvez fournir, c'est que c'est le repère d'espace plus le repère temporel. Donc ça nous donne un référentiel. D'accord? Alors passons maintenant à une notion très importante en mécanique, c'est la trajectoire du mouvement. Alors la trajectoire d'un solide, c'est l'ensemble des positions successives occupées par le solide. Donc je crois que la définition est claire. Donc prenons les exemples qu'on peut rencontrer dans ce cours-là. Alors on peut avoir donc une trajectoire qui est représentée par une ligne droite. Dans ce cas, on parle donc du mouvement rectiligne. D'accord? Donc le mouvement est rectiligne. Donc lorsque je parle donc ici des positions successives occupées par le solide, donc le solide il doit être ici, puis ici, puis ici, puis ici, donc jusqu'à la fin de cette trajectoire-là. D'accord? Si la trajectoire est un cercle de centre et de rayon donné, à ce moment-là, on parle d'un mouvement qui est circulaire. Et si nous avons donc une trajectoire arbitraire, une trajectoire quelconque comme ça par exemple, on parle donc dans ce cas du mouvement curviligne. D'accord? Passons maintenant pour déterminer le vecteur position. Alors, le vecteur position d'une manière générale, elle permet de représenter l'endroit où se trouve l'objet par rapport à un repère. Donc prenons ici un repère d'espace R, O et JK. Et supposons que nous avons un mobile G qui se déplace selon cette trajectoire. Donc bien sûr, il se déplace dans l'espace puisque nous avons ici un repère d'espace. Alors, le vecteur position, c'est ce vecteur-là, avec une origine qui est confondue avec l'origine du repère et avec une extrémité qui est confondue avec la position du mobile. Donc on appelle ce vecteur-là le vecteur OG, donc c'est le vecteur position pour le mobile G. D'accord? Et pour déterminer son expression mathématique, on va tout simplement projeter donc G sur les trois axes OX et OY et OZ. D'accord? Donc il faut l'imaginer comme s'il s'agit donc d'un point qui se trouve dans un espace à trois dimensions. Donc premièrement, on va projeter G sur le plan OX, OY, donc c'est un plan, et puis donc sur les axes, d'accord? Sur l'axe OX, on obtient ce point-là,
nous avons x qui est suivant le vecteur unitaire i, et nous avons y suivant le vecteur unitaire j. D'accord? Et pour z, donc c'est simple, ça doit être donc ce point-là. Nous avons z suivant k. Alors on peut écrire maintenant l'expression mathématique du vecteur position OG. Alors donc on peut repérer. Repérer, ça veut dire donc déterminer la position du mobile G. On dit aussi parfois paramétrer. Alors on peut paramétrer un point mobile G dans un repère orthonormé qui est lié au corps référentiel. À chaque instant, ça veut dire que nous avons un référentiel avec donc un repère d'espace et aussi un repère temporel. D'accord? Donc à chaque instant par le vecteur position OG tel que OG est égal à x donc suivant i, y suivant j et z suivant k. Donc voici l'expression mathématique du vecteur position. D'accord? Ça, bien sûr, dans le cas d'un repère à 3 dimensions. Et bien sûr, ce vecteur position, il possède donc une norme, ou bien donc le module, qui est donné par cette expression-là à retenir. Donc c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. C'est la norme du vecteur position. Et on appelle x, y et z les coordonnées cartésiennes du point G dans le repère R. D'accord? Alors, puisque donc le mobile G il se déplace dans l'espace, bien sûr, il est en mouvement, et ses coordonnées, x, y et z, ils varient en fonction du temps. Ça veut dire que les points x, y et z, ils dépendent du temps. D'accord? Et dans ce cas, on appelle ces trois quantités, x de t, y de t et z de t, les équations horaires du mouvement qui sont très importantes lorsqu'on parle du mouvement d'un objet en mécanique d'une manière générale. Et on va voir comment extraire les expressions de ces équations horaires du mouvement plus tard dans ce cours. Alors, comme je l'avais dit, le mobile ici, dans cet exemple, il se déplace dans l'espace. Lorsque vous entendez espace, ça veut dire donc un espace à 3 dimensions. Supposons maintenant que le mobile, il se déplace dans un plan. Ça veut dire donc sur une surface, sur une feuille par exemple. Alors dans ce cas, on aura besoin seulement de 2 coordonnées d'espace pour déterminer sa position. D'accord? Donc, voici le mobile. Et donc, comme dans le cas de 3 dimensions, on va faire la projection sur les axes OX et OY pour donc obtenir finalement le vecteur position. Donc voici la projection sur l'axe OX et voici la projection sur l'axe OY. Et bien sûr, le vecteur position, c'est ce vecteur-là qui a comme origine, donc l'origine du repère et l'extrémité, c'est la position du mobile G. Donc l'expression mathématique, c'est exactement comme nous l'avons vu dans le cas de 3 dimensions. C'est juste maintenant, il y a seulement 2 dimensions. D'accord? Donc c'est x suivant le vecteur unitaire i plus y suivant le vecteur unitaire j. Pour le module, donc c'est la même façon, donc c'est la même définition, mais avec 2 dimensions. C'est la racine carrée de x carré plus y carré maintenant. D'accord? De la même façon maintenant, supposons que nous avons un corps qui est en mouvement, donc un mobile qui est en mouvement selon une direction. Donc une direction, ce qu'on appelle une direction unidimensionnelle, comme un train par exemple qui est en mouvement rectiligne. Alors, pour repérer ce corps, on a besoin d'une seule coordonnée d'espace. Donc voici un repère avec une seule coordonnée d'espace. Voici le vecteur unitaire, supposons que nous avons donc un mobile qui se déplace selon cette droite, d'accord? Alors dans ce cas, bien sûr le vecteur position, c'est toujours donc l'origine confondue avec l'origine du repère et l'extrémité donc avec la position du mobile. Donc pour l'expression mathématique, c'est tout simplement OG est égal à x, i. Et pour le module, donc c'est la racine carrée de x carré. Donc la racine carrée de x carré, c'est tout simplement x. D'accord? Donc rappelez-vous de ces 3 cas. Donc dans les exercices, vous pouvez avoir une seule dimension, donc un mobile qui se déplace selon une seule dimension, ou bien donc 2 dimensions, et vous pouvez avoir bien sûr le cas de 3 dimensions. D'accord? Si on vous demande par exemple de donner la définition de ce vecteur position, vous pouvez dire tout simplement que le vecteur position est un vecteur d'origine confondue à celle du repère d'espace et d'extrémité confondue avec la position du mobile. Alors passons maintenant
au vecteur vitesse. Et commençons par ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Alors, lors du déplacement d'un mobile entre deux instants T1 et T2, d'un point G1 à un point G2 par rapport à un référentiel donné, alors son vecteur de vitesse moyenne entre ces deux instants T1 et T2 est donné par le vecteur G1, G2, donc ce vecteur-là, G1, G2, divisé par delta T. Avec delta T, bien sûr, c'est la différence entre l'instant final, T2, et l'instant initial. D'accord? Et on peut définir le vecteur G1, G2 en fonction donc, du vecteur position. Autrement dit, nous avons ici donc, le vecteur OG1, le vecteur position OG1, et aussi le vecteur position OG2. Et le vecteur donc G1, G2, c'est la différence entre OG2 moins OG1. Donc ceci parce que nous savons que la somme de deux vecteurs nous donne un autre vecteur. On peut donc utiliser ici la méthode du parallélogramme pour donc trouver que finalement OG2 c'est la somme de OG1 et G1, G2. Alors faisons ça. Voici donc le vecteur OG1 et voici le vecteur donc G1, G2. Alors pour trouver donc la somme de ces deux vecteurs-là, on va utiliser la méthode du parallélogramme. Ça veut dire qu'on va faire la translation de OG1 et puis donc de OG2. D'accord? Et la somme donc de ces deux vecteurs-là, ça nous donne le vecteur OG2. D'accord? Donc nous avons OG1 plus G1, G2 est égal à OG2. Donc G1, G2 c'est quoi? C'est OG2 moins OG1. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. D'accord? Donc c'est la méthode du parallélogramme, c'est la somme de deux vecteurs géométriquement. Donc voici la définition pour le vecteur vitesse moyenne. Donc vecteur avec un vecteur ici. Donc delta t, elle s'appelle aussi donc le temps écoulé entre les deux instants T1 et T2. D'accord? Maintenant pour la vitesse moyenne, ça veut dire pour la quantité scalaire et non pas le vecteur. Donc on définit la vitesse moyenne par le rapport entre G1 et G2 sur delta t. Avec donc G1, G2 ici, il représente donc la distance parcourue par le mobile G pendant la durée T2 moins T1 ou bien donc delta t. D'accord? Alors pour les unités pour la vitesse moyenne, donc G1, G2 c'est une distance, donc c'est en mètres, delta t c'est en secondes, et bien sûr la vitesse c'est en mètres par seconde. D'accord? Et comme j'ai dit, G1, G2 c'est la distance parcourue par le mobile pendant la durée delta t. Passons à l'autre type de vecteur vitesse qui est le vecteur vitesse instantanée. Lorsqu'on entend le mot instantané, ça veut dire que c'est une vitesse à un instant précis, à un moment précis. Alors, commençons par la définition. Dans un référentiel quelconque, le vecteur vitesse instantanée d'un point mobile G est la dérivée du vecteur position à ce point-là par rapport au temps. Donc ça, c'est la définition du vecteur vitesse instantanée qu'il faut retenir. D'accord? Donc il faut retenir cette formule-là. Pour donc savoir d'où vient cette formule-là, ça veut dire la démonstration, donc on va le faire maintenant. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez sauter les prochains 4 minutes. D'accord? Alors, on considère G1, T1, la position du centre d'inertie d'un mobile à l'instant T1, et G2, T2, sa position à T2, et G3, T3, sa position à l'instant T3. Alors, on définit le vecteur vitesse à l'instant T2. Donc, comme j'ai dit, instantané, ça veut dire que c'est une vitesse à un instant précis. Et ici, je vais choisir donc T2, donc la vitesse instantanée à l'instant T2.
Alors, il est défini par le rapport entre donc, le vecteur G1, G3 et delta t, qui est bien sûr la différence entre l'instant final T3 et T1, et l'instant initial T1. D'accord? Et on peut donc écrire aussi G1, G3 en fonction donc, des vecteurs position au G1 et au G3. Alors, cette méthode-là, elle s'appelle la méthode d'encadrement que vous avez vue en tronc commun. Donc cette méthode, elle s'applique lorsque l'instant T2 est encadré par deux instants, donc T1 et T3 dans ce cas, qui sont très proches l'un de l'autre. Ça veut dire que la condition pour appliquer cette méthode d'encadrement, c'est que T1 et T3, ils sont très très proches l'un de l'autre. D'accord? Alors, donc vous pouvez poser la question ici, c'est quoi la différence entre cette formule-là et celle-ci? Donc, elle apparaît, donc ils sont similaires. Mais donc, lorsqu'on parle du vecteur vitesse instantanée, il y a une condition qu'il faut ajouter pour delta t, pour donc le temps écoulé entre T1 et T3. Alors, la vitesse au point à l'instant T2, donc c'est T2 et non pas T3, donc la vitesse à l'instant T2 est une vitesse instantanée lorsque delta t est envers 0. Ça veut dire que delta t est très 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 faible. D'ailleurs, donc, comme j'ai dit pour la méthode d'encadrement, il faut que l'instant T1 et T3 ils sont proches l'un de l'autre. D'accord? Lorsque je dis que delta t est envers 0, ça veut dire que T3 il est presque confondu avec T1. D'accord? Ça veut dire que le point G1 à l'instant T1 et le point G3 à l'instant T3, donc ils se rapprochent l'un de l'autre jusqu'à donc à ce qu'ils soient confondus à un seul point qu'on va appeler donc le point G. Voyons voir ça de près. Alors, j'ai ici une trajectoire. Voici les points G1 et G3. Donc, dans ce cas, pour cette trajectoire-là, delta t, donc on peut dire qu'il est grand, d'accord? Voici delta t. Maintenant, lorsque je vais rapprocher G1 de G3, bien sûr, on remarque que delta t, elle va diminuer. Et si je les rapproche encore, jusqu'à ce qu'ils soient presque confondus, à ce moment-là, delta t devient très 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 faible. Il devient donc envers 0. Donc dans ce cas, si je veux représenter le vecteur vitesse à l'instant t2, je vais le représenter tout simplement au point G que vous voyez ici. D'accord? Voici le vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, donc on va voir ça dans les caractéristiques du vecteur vitesse. Mais j'espère que vous avez compris maintenant c'est quoi la différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Donc la vitesse instantanée, delta t, est très faible. D'accord? Alors dans ce cas, on va remplacer G1, G3, le vecteur G1, G3 qui est égal au G3 moins au G1 par OG. Donc D de OG avec D symbolise le fait que le déplacement entre donc les points G1 et G2 est élémentaire. Ça veut dire que donc, le déplacement entre G1 et G3 est très très petit. Donc bien sûr, par conséquence, la durée ou bien donc le temps qui s'écoule entre les deux points G1 et G3 est très très faible, il tend vers 0. Et donc finalement, au lieu d'utiliser les deux vecteurs position OG1 et OG3, on utilise donc le vecteur position OG et on écrit finalement que le vecteur vitesse instantanée est la dérivée donc, du vecteur position par rapport au temps. Donc c'est la définition avec laquelle nous avons commencé. Alors d'une manière générale, on peut décrire que le vecteur vitesse à un instant quelconque, TI, est égal au vecteur donc GI-1, GI plus 1, divisé par delta t. Donc c'est la formule générale pour un instant quelconque. Pour la vérifier, vous pouvez tout simplement remplacer I par 2 et vous allez tomber exactement sur cette formule. D'accord? Et donc nous avons dit que le vecteur vitesse est donc défini dans la limite où delta t est envers 0. Donc on va écrire que Vg est égal donc à la limite lorsque delta t est envers 0 de cette formule-là. Et donc le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un mobile G est égal à, finalement à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. D'accord? Donc ça c'est juste une généralisation des formules que nous avons vues auparavant. Avant de passer aux caractéristiques du vecteur vitesse instantané, voyons voir un commentaire sur donc, la dérivée en mathématiques. Alors, la dérivée en mathématiques,
il représente le taux de variation d'une fonction pour deux abscisses. Ça veut dire pour deux points qui sont très proches. D'accord? Dans ce cas, ce sont les points G1 et G3. Et donc ici, ces deux points sont tellement proches qu'on pourra donc les confondre, comme nous avons vu ici. On constate finalement qu'on trace la tangente à la courbe en ce double point. En ce double point confondu qu'on a noté ici par G. Donc finalement, on trace tout simplement la tangente à la courbe en ce point G. D'accord? Et comme donc j'ai écrit ici, dans l'exemple précédent, les points G1 et G3 sont très proches l'un de l'autre, que l'on pourra les confondre. Donc le vecteur vitesse dans ce cas est le vecteur tangent à la trajectoire du point G. D'accord? La dérivée donc en mathématiques, elle correspond tout simplement à la pente de la dite tangente. Voyons voir maintenant les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée. Alors, puisque le vecteur vitesse est modélisé par un vecteur, ça veut dire qu'il possède les propriétés d'un vecteur, autrement dit la direction, le sens et le module. Parfois, on ajoute aussi l'origine. Alors, considérons un mobile G qui se déplace selon cette trajectoire et considérons que le sens du mouvement c'est vers la gauche, alors le vecteur vitesse, comme nous l'avons vu, il est tangent à la trajectoire du mobile G. D'accord? Alors, pour l'origine donc de ce vecteur vitesse, c'est le centre d'inertie du mobile à l'instant t. D'accord? Pour la direction, donc c'est la tangente à la trajectoire au point G, comme vous le voyez, la direction. Pour le sens, donc c'est le sens du mouvement. D'accord? Vous voyez que le sens donc, du vecteur vitesse, c'est le même sens que le sens du mouvement. Ça veut dire que si je change par exemple le sens du mouvement, on va choisir par exemple le sens du mouvement maintenant vers la droite, alors le vecteur vitesse, donc il va suivre le sens du mouvement comme vous le voyez ici. D'accord? Alors pour le module, c'est tout simplement la valeur de la vitesse à l'instant t. Alors pour calculer le module du vecteur vitesse instantanée, considérons un repère ROIJK, un repère cartésien. Considérons par exemple un mobile G qui se déplace selon cette trajectoire. Donc voici le vecteur position OG et le vecteur vitesse, donc il est tangent à la trajectoire. Il va suivre donc le sens du mouvement. D'accord? Alors comme nous l'avons vu pour le vecteur position, pour extraire les coordonnées du vecteur vitesse, les coordonnées cartésiennes de ce vecteur, on doit donc le projeter sur les axes du repère orthonormé ROIJK. Commençons par donc projeter ce vecteur vitesse sur l'axe OX. Donc on obtient la coordonnée Vx suivant I. Nous avons la coordonnée Vy suivant J. Et nous avons aussi la coordonnée Vz suivant K. Donc on définit le vecteur vitesse de G dans R par la relation que vous voyez ici. Le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un mobile est égal à Vxi plus Vyj plus Vzk. Alors, on sait que le vecteur position dans le repère R est donné par cette expression-là. Et on sait aussi que le vecteur vitesse, donc c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc, si je remplace ici OG par son expression, j'obtiens une autre expression pour le vecteur vitesse. Autrement dit, donc c'est d de x sur dt i plus dy sur dt j plus dz sur dt k. Donc, c'est une autre expression pour le vecteur vitesse. Voici la première, voici la deuxième. Et il y a une troisième notation. On note donc dx sur dt par x point. Donc, x point, donc le point ici, il signifie la dérivée par rapport au temps. En mathématiques, on utilise donc pour la dérivée le prime. Ici, en physique, on utilise le point. Donc, voici une autre formule, une autre notation pour le vecteur vitesse. Donc, x point, y point, z point, ou bien d de x sur dt, dy sur dt, dz sur dt, ou bien encore vz, vy et vz. Donc, on les appelle les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse. Alors, pour le module ou la norme du vecteur vitesse, c'est tout simplement la racine carrée de la somme de chacune de ces coordonnées au carré. Donc, c'est cette expression que vous voyez ici, vx carré, plus vy, donc ici c'est vy carré, plus vz carré. Vous pouvez donc la noter comme x point carré, y point carré, plus z point carré, ou bien utiliser même donc les dérivées par rapport au temps que vous voyez ici. D'accord?
Donc voilà, c'est terminé pour cette partie sur le vecteur vitesse. Je crois que je vais m'arrêter ici pour ne pas avoir des vidéos qui sont trop longues. Donc dans la prochaine vidéo, on va entamer la section sur le vecteur accélération. Donc on va voir la définition du vecteur accélération dans le repère cartésien et aussi dans le repère de freiner. Et on passe ensuite à la section suivante sur le mouvement rectiligne uniformément varié. Et on finira ce cours-là par les lois de Newton, les 3 lois de Newton. Alors, à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.